Bonjour et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres. Dégradation de la situation humanitaire dans le Tigré en Éthiopie en raison de la persistance du conflit. Plus de 5 millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, appelle à un cessez-le-feu immédiat et exhorte les parties prenantes au conflit à entamer des pourparlers. Le Mali, un an depuis le coup d'État du 18 août 2020 qui a abouti au départ du président Ibrahim Boubacar Keïta, où en est le processus de transition. Nous ferons le point dans ce journal. Puis au Gabon, pour lutter contre le chômage des jeunes, le gouvernement souhaite mettre l'accent sur la professionnalisation. Un nouveau dispositif vise l'insertion de 60 000 jeunes d'ici 2023. Une nouvelle fois, l'ONU a réitéré ses inquiétudes concernant la situation dans le Tigré en proie à la guerre depuis fin 2020, depuis que le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a décidé d'envoyer l'armée fédérale combattre les autorités dissidentes de la région. Sur place, la situation humanitaire est catastrophique. Plus de 5 millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence. 400 000 personnes sont-elles déjà confrontées à la famine et à l'insécurité alimentaire s'ajoutent plusieurs exactions contre les populations. Je vous propose d'écouter le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui appelle au dialogue et à un cessez-le-feu immédiat. Le peuple éthiopien a trop souffert. Les conditions humanitaires sont infernales. Des millions de personnes sont dans le besoin. Les infrastructures ont été détruites. Nous avons entendu des témoignages directs de femmes qui ont été soumises à des violences indescriptibles. Et la propagation du conflit ne fait que plonger des personnes supplémentaires dans cette horreur. Il est temps que les parties prenantes prennent conscience qu'il n'y a pas de solution militaire et qu'il est vital de préserver l'unité et la stabilité de l'Éthiopie dans l'intérêt de toute la sous-région et au-delà. Dans cette perspective, j'appelle premièrement toutes les parties à cesser immédiatement les hostilités. Deuxièmement, l'accès humanitaire doit être garanti sans restriction et les services publics rétablis dans toutes les zones touchées. Troisièmement, les conditions doivent être créées pour permettre le début d'un dialogue politique dirigé par l'Éthiopie afin de trouver une solution à la crise. Un tel dialogue peut contribuer à s'attaquer aux causes sous-jacentes du conflit et garantir que les voies éthiopiennes ouvrent la voie à la paix. Nous continuerons à travailler avec l'Union africaine et les partenaires régionaux et internationaux pour soutenir le peuple éthiopien sur la voie de la paix et de la réconciliation. Il est maintenant temps de mettre un terme à la souffrance et toutes ces étapes sont essentielles pour y arriver. Bilan dramatique des dernières attaques perpétrées du 4 au 19 août au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Le dernier bilan fait état de près de 200 morts, des civils et des militaires. La dernière attaque dans cette région du Sahel a tué 15 soldats maliens au cours d'une embuscade ce jeudi dans le centre du Mali. Au Burkina Faso, 80 personnes, dont 65 civils, ont perdu la vie dans l'attaque d'un convoi mixte dans la localité de Gorgadji. L'ONU et la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ont condamné cette attaque ce vendredi. Où en est le Mali un an après le putsch du 18 août 2020, marqué par le départ de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, renversé après plusieurs mois de manifestations populaires? Depuis, le pays a connu un autre coup d'État militaire consacrant le colonel Assimi Goïta comme président de la transition. C'est un sujet signé Nathalie Mo. L'an 1 de la prise du pouvoir par les militaires au Mali a sonné. Après la mobilisation du peuple malien pour sauver leur pays de la déliquescence de l'État, acte salué par le chef de la junte Assimi Goïta, il faut désormais amorcer la refondation du Mali, selon le président de la transition. Bien qu'étant un aboutissement, le 18 août est également un nouveau départ. Un chantier gigantesque nous interpelle. Comme l'a dit le poète, tout a à refaire, y compris l'homme, car il s'agit de réussir ce à quoi tout le monde aspire, la refondation de l'État. Sécurité et développement sont les maîtres mots de la refondation souhaitée par le président Assimi Goïta. La transition malienne se projette également vers la réussite de l'organisation d'élections libres et crédibles dans le pays. Il faudrait cependant que la bonne gouvernance devienne une réalité indéfectible au Mali.
notre ambition consiste à nous sécuriser pour nous développer, nous doter de textes et d'institutions crédibles pour instaurer une gouvernance vertueuse, réussir des élections transparentes aux résultats incontestables, raffermir la cohésion nationale. Au Mali, la stabilité politique est précaire et l'insécurité persiste. Le pays a connu 2 coups d'État militaires en 9 mois depuis la chute du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020. Selon des observateurs maliens, la révolution est inachevée et les attentes des populations en matière de démocratie restent entières. Les services postaux à l'ère de la digitalisation, les volumes postaux diminuent depuis des décennies. En effet, les supports numériques comme les emails, les SMS et autres réseaux sociaux ont largement remplacé les lettres traditionnelles. Mais les services postaux classiques restent néanmoins encore dans la course. Illustration au Mali dans ce sujet d'Amenedji. Au Mali, la Poste s'érige en un pôle de croissance et véritable instrument au service du développement. Le pays veut dégager des pistes pour relever les défis de modernisation avec un portefeuille de produits plus élargi. Faire du secteur une entité moderne et économique prospère à l'horizon 2024, c'est le défi auquel doit faire face la Poste malienne qui, à l'instar de plusieurs autres, est dans une tendance déficitaire depuis une décennie. À la fin des années 90, nous sommes peut-être les cobayes, entre guillemets, de ce qu'on a appelé dans le temps l'ajustement structurel, où on a séparé dans un premier temps la poste des télécoms. J'ai appelé ça douloureuse séparation. La deuxième séparation, c'est que on a séparé également les services financiers des services, on va dire, traditionnels de la Poste. Les professionnels du métier de la Poste sont ainsi appelés à faire preuve d'ingéniosité, car en marge des produits innovants, l'avenir du courrier malien ne peut se jouer que par une réponse efficace aux besoins des populations grâce à l'amélioration qualitative des services. La diversification va s'imposer. On le fait ou on meurt. Et maintenant, la digitalisation est, si vous voulez, la vraie opportunité, mais qui demande beaucoup de moyens. Ces moyens, nous l'espérons bien, doivent être apportés par nos États à travers une volonté politique de faire de cette infrastructure une infrastructure de développement. La présence du Mali au 27e congrès de l'Union postale universelle est une belle occasion pour faire le bilan de la mise en œuvre de la stratégie 2017-2020 et de définir le développement des services postaux sur tous les continents. Par ailleurs, les autorités sollicitent le soutien des délégués pour la candidature du Mali au conseil d'administration de l'Union postale universelle. Le Fonds international de développement agricole débloque 150 millions de dollars en faveur du développement de l'agriculture familiale en Angola. Un accord aurait été signé entre le FIDA et le gouvernement angolais. Au total, ce sont plus de 200 000 foyers qui devraient bénéficier de cet appui de l'institution. Joël Ballot. L'Angola subit de plein fouet les effets du dérèglement climatique. Face à ce constat, le Fonds international de développement agricole a décidé de financer des projets d'appui à l'agriculture à hauteur de 150 millions de dollars. Cet apport financier vise à répondre aux enjeux de productivité et de résilience de l'agriculture familiale angolaise. L'appui du FIDA à travers ce financement pourra permettre, entre autres, l'amélioration des itinéraires techniques et des infrastructures de production, un renforcement de la transformation et des technologies et techniques post-récolte pour accroître la production et la valeur ajoutée des produits agricoles, ce qui ne sera qu'au profit et bénéfice des exploitants agricoles et des populations rurales qui verront une amélioration de leurs revenus et partant de leurs conditions de vie. En Angola, l'agriculture représente près de 10% du produit intérieur brut et occupe 68% de la population active. La mise en œuvre de ce projet va apporter une assistance aux communautés rurales de Benguela, Namibé, Kunene affectées par les changements climatiques. Par la suite, améliorer la sécurité alimentaire, la productivité de 200 000 familles et 125 000 exploitations agricoles, l'augmentation des activités génératrices de revenus en milieu rural.
Il faut dire que, comme dans la plupart des pays au sud du Sahara, l'agriculture familiale est dominante, avec en moyenne 60% de la population qui la pratique. Et l'Angola n'échappe pas à ce tableau. L'agriculture familiale mérite une attention particulière au regard non seulement de la masse critique des personnes qu'elle mobilise, mais aussi au regard des nombreuses contraintes auxquelles elle fait face et qui conduisent à une faible productivité ayant une incidence sur les revenus des producteurs et le niveau de satisfaction en termes de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le projet de renforcement de la résilience de l'agriculture familiale angolaise est mis en œuvre sur 6 ans dans des zones agroécologiques arides, semi-arides et subhumides de plusieurs provinces. Ce financement en prêt à l'État mobilisé vient ainsi répondre aux enjeux de productivité et résilience de l'agriculture familiale angolaise. Dans le reste de l'actualité, 54 ONG sont suspendues en Ouganda, une mesure entrée en vigueur ce vendredi sur décision du gouvernement pour qui ces associations exerçaient leurs fonctions sans être enregistrées auprès des autorités administratives locales. Le gouvernement évoque aussi des permis de travail expirés et l'absence de rapports et de comptes annuels des 54 ONG qui exercent notamment dans le domaine environnemental et politique, faisant notamment la promotion de la bonne gouvernance. La décision du gouvernement ougandais qualifiée par certaines de ces ONG d'harcèlement politique. Les défis de la formation au Gabon dans un contexte marqué par un chômage de masse avec des formations qui peinent à répondre aux réalités du marché du travail. L'État oriente de plus en plus sa stratégie avec un accent particulier mis sur les contrats d'apprentissage. Joël Ballot. En 2021, nous devons faire plus pour notre jeunesse, disait le président gabonais Ali Bongo Ondimba dans son adresse à la nation le 1er janvier 2021. Pour joindre la parole à l'acte, un dispositif d'aide d'accès à l'emploi va être déployé par le gouvernement gabonais. L'opération vise à atteindre l'objectif d'insertion professionnelle de 60 000 jeunes gabonais à raison de 20 000 par an entre 2021 et 2023. Dans le cadre de cet apprentissage, c'est un type de formation qui imbrique directement l'offre pédagogique et les réalités du métier, puisque la formation se fait en alternance. Un temps de formation pratique en entreprise pour permettre vraiment l'acquisition des savoir-faire métiers et un temps de formation théorique dans une école, un centre de formation. À travers ce contrat d'apprentissage, le Gabon compte imposer aux entreprises qui ont plus de 20 salariés de réserver un quota de 5% de leurs effectifs à ses stagiaires et apprentis. L'entreprise a l'obligation de former l'apprenti afin qu'à terme du stage, il puisse bénéficier d'une expérience professionnelle et des acquis devant lui permettre d'intégrer le monde de l'emploi et de réduire au passage le taux de chômage des jeunes estimé à 36%. Le gouvernement a modifié le dispositif d'insertion des jeunes dans une logique d'améliorer l'employabilité des jeunes. Vous voyez, le contrat d'apprentissage donnait aux jeunes l'opportunité d'apprendre et après l'apprentissage, ces jeunes n'avaient pas forcément un emploi et vous connaissez bien les exigences des entreprises. Parfois, ces jeunes allaient dans des entreprises, mais leur formation, qui est une formation calquée dans la pédagogie, ne permettait pas aux entreprises de tirer profit des connaissances de ces jeunes. En rappel, ce nouveau dispositif d'insertion de 60 000 jeunes vient en remplacement du contrat d'apprentissage jeunesse. Ce dernier, mis sur pied en 2016, a bénéficié à plus de 5 480 000 jeunes gabonais avec plus de 1 203 embauchés. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.